Merci Nathalie. Je suis très honoré d'être invité aujourd'hui à cette journée de la recherche clinique AFCRO, à l'invitation de Kelly donc, et de Nathalie Amar. Ravi aussi d'intervenir avec Claire Bonafos de Sanofi sur ces questions qui évidemment sont cruciales pour notre métier et qui sont en réflexion depuis une petite dizaine d'années, dirons-nous, dans le domaine. C'est également heureux de pouvoir intervenir avec des visages connus, ancien élève de Subsanté qui est à l'EFCRA aujourd'hui, mon ami Alain Rusterholz des Rencontres nationales AirTech. Ravi de pouvoir discuter de ce sujet avec vous. Donc je vais faire une présentation qui va balayer quelques aspects académiques, technologiques et puis écosystémiques pour nous demander comment notre écosystème d'affaires en recherche clinique devrait évoluer pour satisfaire à des normes qui existent et qui préexistent au-delà de la recherche clinique, les normes du management du risque, telles qu'elles sont déjà appliquées dans des domaines de pointe, alors de pointe ou plutôt dans des organisations hautement fiables que l'on rencontre dans le domaine du nucléaire civil, de l'aviation civile et du spatial. Donc ce sont des réflexions assez anciennes qui ont débuté jadis avec le programme Apollo, qui se sont poursuivis dans les années 70 avec des programmes aéronautiques, je pense au système Shell d'Edwards, et qui ont surtout maturé après l'accident de Challenger, c'est-à-dire la navette spatiale américaine de la NASA qui a explosé en 1986. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre un médicament, un dispositif médical et un engin spatial? Eh bien, le fait d'être organisations se voulant hautement fiables. Ce sont des organisations qui peuvent, par leur processus, engager la vie humaine. Et typiquement, nous sommes dans ce contexte-là. C'est pour cette raison que ce que nous appelons, dans notre domaine risk-based monitoring, provient en réalité de notions beaucoup plus étendues d'accidents systémiques applicables à des organisations se voulant hautement fiables. Voilà ce que je vais vous présenter ce matin. Alors, bien sûr, l'idéal type qui émerge avec la disruption des systèmes d'information, c'était, il y a une dizaine d'années, d'aucuns pensaient qu'on pourrait faire du remote monitoring intégral, c'est-à-dire pouvoir piloter un essai clinique intégralement à l'aide de systèmes d'information. Je mets tout de suite une incise pour vous dire qu'un système d'information ne se réduit pas à sa partie informatique. C'est un ensemble coordonné de ressources humaines, informationnelles et technologique informatique, mais ça ne se réduit pas à la partie informatique de ce système. Donc un système d'information, c'est un ensemble cohérent qui inclut donc les aspects socio-techniques et socio-économiques. Alors, l'idéal type, c'est de dire on va pouvoir paralléliser l'analyse des données en même temps que l'on conduit la phase active de l'essai clinique. C'est ce que je montre à l'écran. Donc, vous savez, en planification opérationnelle, on dit typiquement ce qui est incompressible, c'est l'autorisation réglementaire de l'essai. Je suis les trois grandes étapes de ICH partie 8, enfin bonne pratique clinique partie 8, c'est-à-dire avant le démarrage de l'essai, la phase active de l'essai, puis l'analyse et la clôture de l'essai. Donc l'idéal type du remote monitoring, c'est de dire on va pouvoir paralléliser le data management et la statistique en même temps qu'on réalisera l'étude. On appelait le monitoring adaptatif, qui a abouti d'ailleurs assez récemment à des schémas adaptatifs de protocole de recherche clinique. C'est-à-dire que cette disruption technique a un impact aussi en matière d'éthique, ce qu'on appelle l'équipoise savamment, c'est-à-dire la juste répartition des patients en fonction des groupes de l'étude et avec les meilleures chances d'avoir le bon traitement. Et si on analyse en parallèle les données pendant la phase active de l'étude, évidemment, on a des résultats intermédiaires, ce qui amène à pouvoir modifier en cours de route le protocole de recherche clinique, ce qu'on appelle les schémas adaptatifs de recherche clinique. Donc, vous voyez que la disruption, alors, je vais peut-être un mot sur la disruption, parce qu'on a l'habitude de penser qu'une disruption, c'est un phénomène technologique. En réalité, un auteur qui s'appelle Christensen définit la disruption comme l'appropriation massive et définitive par le marché. Donc, une technologie n'est disruptive que si elle est massivement adoptée par un domaine ou un marché et de façon définitive. Exemple, l'automobile qui supplante le cheval dans nos rues, dans les rues de Paris, et qui fait que les maréchaux ferrants, évidemment, n'ont plus de travail. Mais l'invention de la voiture préexiste bien avant ce phénomène. Donc voilà pour ces quelques mots introductifs sur l'idéal type, évidemment qui a été rapidement battu en brèche
par deux études qui font référence et qui portent sur du monitoring académique, les études Optimon et Adamon. Donc je commence par Optimon pour monitoring optimal. Quel serait, dans un monde idéal, le monitoring optimal? En d'autres termes, comment assurer 100% de qualité pour 100% des données? Cette étude, on le pressentait déjà, nous dit que ce n'est certainement pas en vérifiant 100% des données sources de 100% des patients que l'on obtient 100% de qualité. En d'autres termes, un monitoring sur site traditionnel qui consisterait à analyser l'ensemble des données de façon égale et sans discrimination ne donne pas de bons résultats en termes de qualité et donc incidemment en matière de sûreté ou de sécurité des patients ou de la recherche clinique elle-même. Donc cette étude venait battre en brèche un certain nombre de présupposés que nous avons tous connus. J'exerce ce métier depuis 1994 et chez Sanofi d'ailleurs à l'époque, 100% de SDV c'était vraiment la norme, c'était le golden standard. Or, évidemment, ce n'est pas l'idéal et c'est la technologie qui nous l'a montré, c'est la SASIC. Si vous permettez, je prendrai les questions à la fin, sinon j'ai peur qu'on ait un petit accordéon dans le temps. Partant de ce constat de l'étude Optimon, l'étude Adamon nous dit donc si il est constaté que 100% de vérification de données ne donne pas 100% de qualité, à ce moment-là, il faut peut-être arbitrer les différentes modalités de monitoring, à savoir remote, on-site, off-site. Donc remote, c'est-à-dire à distance à l'aide du CRF électronique et à des CTMS, à des outils de monitoring intégrés. On-site, traditionnellement, l'attaché de recherche qui va dans l'hôpital et qui fouille dans les données papier ou informatiques de l'hôpital, mais qui surtout s'intéresse au processus d'acquisition de ces données. Comment ça marche dans le service ou comment ça ne marche pas, des fois, dans le service. Quelles sont les problématiques socio-techniques ou socio-économiques d'un centre investigateur qui peuvent expliquer certaines déviances ou données en dehors des clous. Donc, cette étude Adamon nous dit donc combien de visites sur site, pour quel centre, dans quel pays, pour quel type de protocole, dans quelle phase, dans quel cas on peut totalement centraliser, pour quelles données, pour quel centre, pour quel pays, et dans quel cas on peut avoir du off-site. Alors le off-site n'est pas cité ici. Le off-site, ça consiste pour un attaché de recherche qui est assermenté, donc, d'accéder à des données totalement nominatives à distance. Par exemple, consulter un consentement éclairé, signé, à l'aide d'un système informatique, ce qui impose un certain nombre de mesures de sécurité, d'identification, d'authentification, et la preuve que la pièce observée n'est rien que pour ses yeux et qu'elle ne restera pas sur l'ordinateur au niveau de la CRO ou du promoteur. Donc là, on a un aspect technique déterminant pour garantir le off-site monitoring. Ce sont des choses qui sont en émergence, qui ne sont pas encore développées totalement techniquement. Et puis, le dernier point, c'est le for cause monitoring qui est bien connu en matière d'audit. On dit audit for cause, c'est-à-dire qu'on a des présupposés, on a analysé des données qui sortent des clous, qui sont anormales au sens gaussien du terme, et ça nécessiterait une visite sur site dédiée parce qu'on a une suspicion de mauvaise conduite d'études ou, voire pire, une suspicion de fraude. Alors, des consortiums de recherche et des consortiums de laboratoires et de CRO s'intéressent évidemment à ces sujets. Pourquoi ? Parce qu'une CRO toute seule dans son coin, aussi grande soit-elle, ou un laboratoire tout seul dans son coin, ne dispose pas de la massification de données nécessaires pour pouvoir conclure à quel type de données je dois faire en remote, quel type de données on-site, quelles sont les zones de criticité, comment je les analyse, quelles sont les clés algorithmiques qui me permettent à coup sûr de savoir qu'il y a une déviance ou qu'il y a une mauvaise conduite d'essai. Ces choses-là sont à l'étude aujourd'hui. En recherche fondamentale avec le consortium CTTI, Clinical Trial Transformation Initiative, qui est un consortium qui a d'ailleurs poussé les études Optimon et Adamon. Et puis, le consortium Transcelerate, qui est mieux connu, j'imagine, ici, et qui regroupe des CRO, des laboratoires promoteurs, à la recherche de techniques, d'algorithmes, de règles statistiques. On pense aux règles bayésiennes, par exemple,
une forme de scientisation de l'intuition, on va dire, pour le dire vulgairement, et peut-être aussi à la recherche d'algorithmes qui existent dans d'autres domaines. Personnellement, j'en ai trouvé au cours de mes recherches dans la reconstruction d'images vidéo, par exemple. Mais ça n'a rien à voir, ben si, ça a à voir. Une sorte de sudoku non déterministe, voyez-vous, qui permettent de savoir où se situent les données qui nous intéressent alors qu'on ne les voit pas, par des approches indirectes. Mais certaines industries, comme l'industrie de l'armement, s'intéressent au radarisme. Le radarisme consiste à explorer une portion d'espace à la recherche d'un motif évocateur qu'on peut comparer à une base de connaissances et qui va donc nous donner la signature d'un avion et ses coordonnées, sa vitesse, etc. Vous voyez, quel rapport entre des données cliniques et le radarisme ou des missiliers, etc. J'y reviendrai un peu plus loin. Mais on aurait tort de ne pas s'intéresser à d'autres secteurs quand on s'intéresse à ces questions de management du risque par des règles mathématiques qu'on appelle discrètes ou parcimonieuses, et qui sont des règles mathématiques qui permettent par exemple à votre Siri de fonctionner parfaitement dans votre iPhone, et qui utilisent d'ailleurs le théorème de Bayes. Donc, si on restait entre nous, dans l'entre-soi, même si les CRO et les labos travaillent ensemble, on passerait peut-être à côté de choses qui existent déjà. Je pense à la finance aussi, où on a des règles de prédictivité basées sur la théorie des chandelles, je ne rentre pas dans ces détails. Mais donc, des techniques existent et des règles mathématiques existent par ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la disruption en matière de RBM va avoir lieu dans notre domaine? L'économie de la réglementation. L'imposition par les autorités compétentes, la FDA et le MA, de règles de pratique qui imposent le risk-based monitoring. La FDA, dans ce papier de 2013, réagit assez rapidement. Je vous disais, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à ces questions. La FDA réagit rapidement parce qu'elle se rend compte que beaucoup de laboratoires et de CRO pratiquent du remote intégral sur certains types d'essais. Des essais où on a un intervalle de confiance assez fort, des études de phase 4, des choses comme ça, avec des mises en place remote, du monitoring remote, des closures remote, enfin du remote intégral. Et la FDA a déjà eu vent des travaux d'Optimon, et donc sort le drapeau rouge. C'est-à-dire, attention, vous faites du remote. On est conscient, on sait, on a lu. On sait que 100% des SDV n'est pas satisfaisant, mais 100% remote non plus. Donc on vous demande de vous intéresser de façon un peu plus parcimonieuse ou discrète aux données critiques de votre essai clinique et de mesurer le risque, risk assessment. Les mots sont lâchés. Vous devez pratiquer un management du risque en identifiant les données critiques de votre protocole dans sa phase, dans son environnement socio-technique, c'est-à-dire dans son pays, dans son centre investigateur, avec tel médecin, etc., et avec tel type de patient. Ce qui rend l'exercice extrêmement complexe. Je dirais presque faire du sur-mesure, protocole par protocole. Et donc elle détaille, elle dit vous devez décrire les approches monitoring au préalable, vous devez nous expliquer dans le plan de monitoring comment vous allez procéder, comment vous allez communiquer sur le monitoring en interne, mais aussi avec vos concurrents. C'est tout l'enjeu de Trancelerate, vous savez. C'est un consortium dans lequel on doit partager l'information de sécurité. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont banalement acceptées dans le dispositif médical, par exemple, où les fabricants ont obligation de s'intéresser aux événements de sécurité qui touchent des similaires ou des identiques à leurs produits, car le nombre de patients qu'ils implantent est insuffisant pour conclure. Donc on nous demande de faire la même chose ici. Comment on gère les écarts à la norme? Comment on assure la qualité du monitoring? Comment donc on assure aussi la sécurité? Alors, le MA reprend assez rapidement, vous voyez, en novembre 2013, reprend le relais. Le relais, il nous dit, voici un papier qui va vous aider à réfléchir avec nous sur ces questions. Nous vous demandons d'appliquer la norme ISO 31000 dans sa version 2009. Waouh! Alors là, c'est là qu'on bascule et qu'on réalise qu'en effet, dans d'autres secteurs, depuis presque 40 ans, on s'intéresse à la sûreté. Alors vous savez que dans les termes ICH, il y a l'efficacité, la sécurité, la tolérance. La qualité incluant, au sens de compliance, intégrant la notion éthique, on va dire.
Et donc, la notion de sûreté, en quoi se différencierait-elle de la notion de sécurité? Eh bien, dans la sécurité, on est plutôt sur une approche pré-post-accident, dans laquelle on fait un retour d'expérience sur ce qu'on a observé, et on en tire un certain nombre de conséquences. Dans la sûreté, telle qu'elle s'applique dans les organisations qui se veulent hautement fiables, on n'attend pas l'accident. On considère que l'accident est interdit, que c'est une occurrence qui ne doit jamais arriver. Vous imaginez bien que dans le nucléaire civil, un accident majeur est une occurrence qui ne doit jamais arriver, car ses conséquences détruisent non seulement l'organisation qui la porte, mais détruisent aussi la confiance du public dans ce type d'énergie. Référence au cas Fukushima, assez récent, où on voit bien que cet accident a rompu la confiance des usagers du nucléaire civil, y compris jusqu'en France. Alors, comment garantir, dans une organisation hautement fiable, le fait qu'il n'y aura pas d'accident? C'est quand même assez ambitieux. C'est un idéal type, là aussi. Et j'y reviendrai un peu plus loin, mais la règle assez simple, c'est de procéder de l'imagination, de créer ce qu'on appelle des artefacts. Alors, artefact, pas dans le sens où on l'entend en science, c'est-à-dire une manip dont les résultats sont confondants parce qu'il y a en fait un biais dans l'expérience. Artefact, en matière de système d'information, c'est bien l'association de deux mots, art, l'art, et les faits. Il s'agit de créer des représentations basées sur des faits, mais qui convoquent également l'imagination. C'est-à-dire que dans une organisation hautement fiable, partant d'un incident constaté, on doit en imaginer 10 000 subséquents. 1 pour 10 000. On doit donc procéder de scénarios d'imagination, avec ce qu'on appelle, vous savez, les diagrammes d'Ishikawa, d'arbres de causes et de conséquences successives, dans un rapport de 1 à 10 000. Ce qui signifie que dans ces industries, comme l'aéronautique, le spatial ou le nucléaire, on passe un temps important, plus de 20 ou 25% de son temps, à se réunir pour évoquer les incidents, et non pas pour les cacher. La déclaration d'un incident ou la déclaration d'une faute ou d'une erreur humaine est encouragée dans ces organisations, car elle concourt à aboutir à ce ratio de 1 pour 10 000. Un cas observé pour 10 000 cas imaginaires, que l'on fait rentrer dans des machines. Et ces machines vont calculer les probabilités de survenue et les conséquences possibles. Vous savez que le risque, ce n'est pas exactement le danger. Et le risque, c'est la combinaison, dans une formule mathématique, du risque, c'est-à-dire une probabilité, on va dire même une vraisemblance, parce que si on dit que ce n'est pas survenu, on parle de vraisemblance. Il n'y a pas de probabilité disponible. On parle de vraisemblance. Par un multiple qui est celui des conséquences possibles de cet accident. C'est ça le risque. Le danger, il est ce qu'il est. Un médicament peut être dangereux par essence, mais on peut gérer son risque dans une certaine forme d'utilisation. Donc très simplement, le MA nous dit, vous allez devoir appliquer la norme ISO 31000. Quelles conséquences? Vous allez devoir édicter des principes, les principes de sécurité, dans un cadre organisationnel, et vous allez devoir manager ce processus de sûreté, à l'instar de ce qui se passe dans le nucléaire ou l'aérospatial ou l'aviation civile. Donc on retrouve ici ce ratio d'1 sur 10 000. Et l'EMA reprend intégralement, sous forme d'un copier-coller, une figure qui existe dans la norme ISO 31000. Où on vous dit donc que le contrôle du risque doit être appréhendé dans l'organisation avec des évaluations, des processus d'imagination, des conséquences possibles, attendues. Sur la partie droite, une communication sur ce risque en intra, mais aussi en inter-entreprise, en inter-organisation. On doit faire la publicité de ce que l'on observe. Et là, on sait bien que les données pharmaceutiques sont des données confidentielles, qui sont couvertes par des brevets, etc. On a quelque chose qui pose problème au niveau réglementaire, qu'il va falloir faire évoluer. Et puis, vous allez aussi nous expliquer comment vous managez les outils pour gérer, appréhender cette détection du risque et la réponse que vous y apportez. Donc, une posture organisationnelle, processuelle, une communication transparente sur le risque en intra- et en inter-entreprise, c'est tout l'objet de Transcelerate, et la création d'outils et de techniques, d'algorithmes qui vous permettent de contrôler à tout moment le risque. Alors, au sein d'Intelligence in Life, dans le cadre de notre recherche, on a réinterprété cette figure pour nous dire que finalement, je vais m'hydrater un petit peu,
Il s'agit de construire du sens. Par ce processus de contrôle, de révision, d'imagination, n'ayons pas peur des mots, un travail presque artistique qui consiste à laisser aller son imagination. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre partant de ce prémisse qui est une sous-déclaration ou une surdéclaration d'événements indésirables, par exemple, ou un délai dans la capture des données. Qu'est-ce que ça nous dit sur le centre? L'audit trail. Que nous dit l'audit trail sur l'utilisation des logins et des passwords sur le CRF électronique? Hop, j'arrête là. Sujet polémique. Vous voyez tous de quoi je veux parler. Qu'est-ce que ça nous dit de l'organisation, de notre organisation protocolaire? C'est-à-dire ce qui se passe sur le centre, ça fait partie de notre organisation. On ne peut pas dire c'est... non, ça fait partie de l'organisation protocolaire. La communication vers des instances telles que Uppsala Monitoring Center ou Eudra Vigilance, si on parle de pharmacovigilance. Uppsala Monitoring Center en Suède étant, vous savez, le centre référent de l'OMS en matière de pharmacovigilance, qui est un département académique. Et puis les consortia de recherche technologiques comme CTTI, que j'ai cité, Translatorate, qui eux sont plutôt en charge de la création d'outils et de prospectives sur comment on fera mieux demain. Alors tout ce que je viens de vous dire se déroule dans un contexte organisationnel, hiérarchique, que tout le monde connaît, et dans lequel il y a des mécanismes ascendants et descendants de l'information et donc possiblement des signaux d'alerte ou des signaux faibles d'alerte qui peuvent être à un certain moment de cette échelle édulcorés, sophistiqués en matière de codage et donc disparaître et passer sous le radar. Et j'emploie le terme à dessein. Eh bien, ce schéma que j'affiche, c'est un auteur qui s'appelle Rasmussen qui l'a développé en s'inspirant des travaux de Nancy Leveson sur sa théorie de l'accident systémique et son modèle de pilotage de l'accident systémique. Alors, un accident systémique, c'est assez simple. Dans le cas de Challenger, vous savez qu'on a dit techniquement, c'est un joint torique du booster qui a été faible, qui a fuité, et la fuite de gaz chaud a perforé le réservoir de l'appareil et a provoqué sa dislocation, provoquant la mort de 7 astronautes, dont une institutrice qui était la première civile dans l'espace. Ce qui a provoqué évidemment un émoi très important aux États-Unis et interrompu le programme pendant plusieurs années. Ok, on a trouvé la cause, c'est un joint qui a pété. Ben non, c'est pas ça la cause première. Ça, c'est la cause technique. Le joint a pété parce qu'effectivement, on a fait décoller la navette par grand froid, alors qu'il était connu que le joint torique en caoutchouc ne résisterait pas, n'avait pas la même plasticité, donc n'avait pas les mêmes capacités d'étanchéité qu'à température nominale. Et un ingénieur, l'ingénieur Boisjoli de Morton Thiokol, le fabricant du booster, avait dit « Ceci est un drapeau rouge, il ne faut pas lancer la navette ». Il n'a pas été écouté, parce que Morton Thiokol, évidemment, avait un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la NASA, et la NASA a fait pression sur son sous-traitant pour lancer la navette. Le gouvernement américain lui-même faisant pression sur la NASA parce qu'il fallait une civile dans l'espace et montrer que les vols spatiaux étaient sûrs. Vous voyez où je veux en venir. C'est donc la cause socio-économique qui a été retenue comme cause principale de cet accident. Je ne vais pas vous faire tout le déroulé sur les mésusages de statistiques météorologiques qui font que quand évidemment on regarde une moyenne de température en Floride, on obtient à peu près ce qu'on obtient à Montpellier, d'où je viens, c'est-à-dire 25 degrés. Mais il fait rarement 25 degrés à Montpellier. L'été, il fait plutôt entre 30 et 40, et l'hiver, il fait plutôt entre 10 et moins 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le programme spatial lui-même, qui était basé sur ces statistiques-là, voyait son modèle économique dériver du fait de l'annulation des tirs à cause de la température, ce qui a provoqué la pression socio-économique de la NASA sur son sous-traitant. Voilà, donc quand on observe une cause technique, il faut toujours se demander si quelqu'un ne l'avait pas déjà vu quelque part, où est passé le rapport, qu'est-ce qu'on a fait de cette information qu'on va appeler un signal faible. Parce que finalement, le signal faible pour l'ingénieur Boisjoli, c'était de regarder les joints quand il revenait sur Terre après le tir. Et il constatait effectivement qu'en fonction de la température, les joints étaient désagrégés. Je passe donc là-dessus. Voilà la théorie de l'accident systémique qui s'applique dans le cadre et qui a justifié l'instauration de la norme ISO 31000 version 2009. C'est-à-dire l'appréhension de l'aspect système d'une organisation qui se veut hautement fiable. Alors dans notre système, on a des difficultés qui sont liées aux bases de données, vous le savez bien. Nous avons des bases de données qui sont éparses, qui
qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Alors ici, je suppose que ce n'est pas très lisible, donc je vais commenter. Mais tout cela est bien connu. C'est qu'au sein de nos systèmes d'information, nous avons des bases de données. Bases de données au niveau du dossier médical du patient. Vous savez qu'un dossier médical patient à l'hôpital, ça peut constituer 5, 6 bases de données différentes. J'ai le dossier infirmier, j'ai le dossier clinique, j'ai le dossier laboratoire, j'ai la radio, etc. Tout ça peut être évidemment disponible sur un portail, mais en général, c'est assez épars. Et on a du mal à assurer la cohérence de ces données, en tout cas de les faire se parler entre elles. Parce que l'enjeu du risk-based monitoring, c'est que les données se parlent entre elles. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'au sein des CRO et des laboratoires, nous avons également 3 bases de données importantes. La base de données clinique, dans laquelle on a même les données de vie réelle des patients, et cette base de données est en voie d'inflation aujourd'hui. Ces données de vie réelle augmentent du fait de l'usage des smartphones et des applications santé. La base de données de pharmacovigilance, qui, vous savez, compile à la fois les cas de sécurité de la recherche clinique, mais aussi les cas commerciaux, qui vont être communiqués ensuite à EudraVigilance. Et puis la base de données de monitoring, le CTMS. Posons-nous la question, ces 3 bases de données se parlent-elles aujourd'hui? Sommes-nous capables de construire du sens en faisant communiquer entre elles ces 3 bases de données? Ce n'est pas évident. Et ce que nous dit la norme 31000, c'est qu'il faut le faire. Il faut que les personnes de ces différents départements se rencontrent et il faut qu'elles mettent en commun leurs données pour construire du sens, c'est-à-dire détecter des signaux, détecter des motifs évocateurs. Alors c'est là qu'on va entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est que évidemment c'est pas à la portée d'un être humain d'aller repérer ces motifs évocateurs qui peuvent être contre-intuitifs parfois. Donc ça nous oblige donc d'une part à restructurer les bases de données sur site et puis au niveau des promoteurs et des CRO et ensuite d'appliquer dessus les bons algorithmes. Alors, il y a aussi une proposition que nous faisons à Intelligence in Life, c'est de sortir du cadre, c'est-à-dire de ne pas simplement être dans l'entre-soi CRO ou promoteur laboratoire, mais également d'avoir des confrontations de points de vue plus élargies avec l'univers de la recherche fondamentale, avec le développement technologique, CTTI, Trancelerate, mais aussi, pourquoi pas, avec d'autres industries. Moi, dans le cadre de mes recherches, je travaille avec un chercheur qui travaille pour Airbus, et il y a 2 jours, j'étais au téléphone avec un militaire qui s'occupe de l'accident qui est survenu dans les Vosges avec le Mirage 2000. Vous voyez ? Et on se pose à peu près les mêmes questions sur l'accident système, sur le modèle Stamp ou CAST de Nancy Leveson. Donc, élargir le point de vue, confronter ces points de vue, c'est créer des arènes collectives où là aussi, on va pouvoir imaginer ce qui se passe et essayer de rapprocher des motifs, des spectres de données qui peuvent paraître étranges pour nous, mais qui pourraient paraître évocateurs pour d'autres secteurs d'activité. Alors, vous voyez que sur un plan économique, ça pose la question d'un développement horizontal de notre métier. Et je vais y venir. Mais avant, je voudrais redéfinir ce qu'est un système d'information. J'en ai dit quelques mots au départ. Je crois qu'il me reste encore du temps. Un système d'information ne se réduit pas à sa partie technologique, c'est-à-dire à sa partie informatique. Un système d'alarme incendie, par exemple, peut être électromécanique, mais pas informatique. Il peut être informatisé, mais pas nécessairement pour remplir sa fonction. C'est un système d'information qui a des informations en entrée, détection de fumée, ou alerte manuelle d'un résident dans l'immeuble, et le déclenchement d'une alarme, qui est une information à destination de ceux qui occupent l'immeuble et qui doivent l'évacuer. Donc vous voyez qu'un système d'alarme électromécanique est un système d'information, mais n'est pas du tout informatique. C'est comme ça que je vous démontre qu'un système d'information ne se réduit pas à sa partie informatique. C'est un ensemble de ressources coordonnées. Dans le cas du système d'alarme incendie, encore faut-il que les usagers sachent ce qu'ils aient à faire en cas de feu ou en cas d'alarme incendie. Donc ça impose une formation des acteurs. Cette formation fait partie du système d'information lui-même. Sinon, le système d'information est inopérant. Alors donc, on a un système opérant. Classiquement, ça peut être le CRF électronique, c'est le système opérant, c'est ce qui fait tourner les données sur site, qui va permettre de faire du data management, c'est le système d'information, c'est la partie système d'information. Puis, on a un système de décision. Alors aujourd'hui, cliniquement, on analyse les données pour savoir si c'est efficace, si c'est bien toléré, et on prend une décision. Mais on peut élargir cette décision au risk-based monitoring. Si on compile les bases de données de pharmacovigilance, de monitoring et les bases de données cliniques, on peut arriver à prendre des décisions sur le risk-based monitoring. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer en cours d'étude, y compris? C'est comme ça qu'on remet en perspective les bases de données
dans l'architecture de Rasmussen que je vous évoquais tout à l'heure. Et dans le cas de la pharmacovigilance, par exemple, on sait bien que le promoteur doit communiquer un certain nombre de SAR ou de SUSAR aux autorités. Mais il n'est pas obligé de communiquer l'ensemble des signaux. C'est-à-dire il n'est pas obligé de communiquer l'ensemble des adverse events ou des serious adverse events de l'étude. Est-ce qu'il n'y a pas là un certain nombre de données qui passent sous le radar et qui pourraient être intéressantes de compiler avec d'autres à la recherche de signaux faibles évocateurs d'un cas Vioxx, par exemple. Vous savez, dans le cas Vioxx, c'est une anomalie du tracé d'électrocardiogramme, un léger sous-décalage de l'onde QT, qui avait alerté des gens comme nous sur le terrain, des attachés de recherche, mais qui est passé sous le radar, puisqu'on a dit que c'était non cliniquement significatif. Parce que le produit était utilisé chez des patients relativement sains, dans le cadre de protocoles de phase 2, et sur une durée assez courte. Quand le produit arrive sur le marché, on constate que cette anomalie du tracé ECG était la signature, un motif, une signature du début d'une rhabdomyolyse, c'est-à-dire la destruction du muscle cardiaque chez les patients, parce qu'ils l'utilisaient à plus long terme, qu'ils étaient polymédiqués et polymorbides. Voilà un exemple de signal faible qui aurait peut-être pu être détecté. Ça ne suffit pas. Encore aurait-il fallu construire du sens avec des chercheurs, avec d'autres laboratoires, etc. Peut-être on aurait pu éviter les 30 000 morts. Mais la question restera évidemment sans réponse. Voilà une application. Donc je vais passer assez vite là-dessus parce que bon, c'est juste le détail de ce que je viens de vous expliquer, avec la dimension de filtrage réglementaire, tout à fait légal, hein, je ne critique pas cette notion de filtrage, mais filtrage quand même. Donc on sait qu'il y a des données qui passent en dessous du radar. On peut se demander aujourd'hui, avec les technologies de l'information, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des lacs de données, des entrepôts de données qui regroupent ces adverse events, et puis avec l'intelligence artificielle, finalement, analyser l'ensemble de ces signaux. Alors, la proposition sur la question des matrices de données, c'est-à-dire sur quel type de matrice de données devrions-nous appliquer nos algorithmes pour faire le risk-based monitoring. Notre proposition consiste à utiliser tout simplement la partie 8 des bonnes pratiques cliniques ICH. Vous savez, il y a les 3 temps, avant le début de l'étude, pendant la phase active et la phase de clôture, avec un certain nombre de documents qui sont encodés, 8.2.1 pour la brochure investigateur, 8.2.2 pour le protocole des amendements, etc., 8.3.10 pour le monitoring, 8.3.11 pour les communications sur le monitoring. En réalité, vous avez là le plan d'un système d'information chronologique sur le déroulé de l'étude. Et donc, on peut l'utiliser pour, dans le cadre d'un audit trail, pour savoir comment ces enregistrements sont réalisés, par qui, pourquoi, comment, quelles sont les variances qu'on observe, et qu'est-ce que ça nous dit de la bonne conduite de l'essai, ou du bon management du risque, pharmacovigilance, ou du bon management, ou la prévention des mauvaises conduites d'essai. Donc ça consiste à établir des relations entre ces différentes parties, et ça peut devenir assez complexe, et conduire, vous voyez, à des flux de données très complexes qui ne peuvent être appréhendés que par des machines. On va dire des machines éthiques, entre guillemets, titre d'un ouvrage disponible en PDF sur Internet, qui nous dit d'ailleurs qu'un pilote automatique d'avion, c'est une machine éthique. Elle est réalisée pour transporter vivants des êtres humains d'un point A à un point B. C'est une machine éthique. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas réaliser une machine éthique qui se base sur cette matrice de données, qui existe, qui est réglementaire, et qui nous permettrait donc de construire du sens à la recherche de l'aiguille dans la meule de foin, que ce soit pour un signal de sécurité ou que ce soit pour un signal de mauvaise conduite ou de fraude. Alors, ce sont des choses qui existent et qui, encore une fois, découlent de l'analyse des facteurs humains, donc Edwards 72, Rasmussen 93, Leveson et al. 86. L'analyse des facteurs humains au travers de ce que vous connaissez, le diagramme d'Ishikawa, japonais, issu du Kaizen japonais, au travers desquels donc, on peut établir des forêts d'arbres de décision en appliquant à chaque embranchement des statistiques. C'est-à-dire soit des probabilités constatées, soit des vraisemblances constatées ou des vraisemblances imaginées. Et donc, on arrive à des choses, encore une fois, très complexes, et qui sont l'apanage des machines à ce moment-là, mais qui ne pourront pas faire l'économie de réunions interservices dans le cadre d'un programme qui serait un usage d'un temps de 20% de ce temps consacré à la sécurité, où les différents départements se rencontrent pour massifier leurs données et établir ces forêts d'arbres de décision qui vont ensuite tourner dans des machines pour établir les zones de criticité, savoir où se situe le risque de mon protocole, c'est-à-dire à quelle phase temporelle ou dans quel centre investigateur, à quel moment je dois être vigilant, et donc à quel moment je dois faire du remote, à quel moment je dois aller sur site,
Ou à quel moment je peux me contenter de prélever un document source grâce à un système off-site. On revient donc sur cette décision qu'on doit prendre. Encore une fois, la question du risk-based monitoring, c'est l'arbitrage entre différentes modalités du monitoring et il faut pouvoir démontrer pourquoi on fait un type de monitoring plutôt qu'un autre. C'est ce que nous demandent les autorités. Je vous disais, d'autres s'intéressent à ces questions depuis longtemps. En particulier dans le secteur militaire, l'OTAN, depuis très longtemps, a développé un système qui s'appelle Liaison 16, qui est un système d'information pour un commandement accéléré. C'est-à-dire des informations provenant du terrain d'un simple combattant peuvent engendrer des décisions stratégiques au niveau du commandement supérieur. Mais cela passe au crible d'un certain nombre de matrices de données dans lesquelles on mesure la criticité à chaque étape, à chaque nœud, et on va prendre la bonne décision pour envoyer le missile au bon endroit en évitant évidemment des frappes amies. Et ce système, évidemment, équipe toutes les armées de l'OTAN, y compris l'armée française. Donc c'est un système d'information massif qui permet à un général de prendre des décisions tactiques alors qu'il se situe ici à Paris, dans le centre Ballard. Donc ça existe. Et je vais pousser l'analogie plus loin en vous disant qu'en effet, certaines compagnies du secteur militaire s'intéressent à la recherche clinique, pour les raisons que je viens d'expliquer. Dans le cas d'un développement horizontal, Dassault Systèmes nous dit, dans la tribune.fr en 2016, mais ces techniques, nous on les connaît, ces techniques de modélisation, d'appréhension du risque, la décision tactique, tout ça on sait faire. Pourquoi on ne le ferait pas dans la recherche clinique? Pourquoi on ne créerait pas des essais cliniques virtuels après tout? On est capable de le faire. Alors vous voyez où je veux en venir, c'est que si on ne s'en occupe pas personnellement, d'autres s'y intéressent, hein, et ils savent faire depuis longtemps. Alors certes, c'est pour envoyer des missiles, détecter des avions, mais sur un plan mathématique, ça correspond à peu près aux mêmes choses. Théorie discrète, parcimonieuse, théorème de Bayes, etc. Et donc, on a tout intérêt, peut-être même à travailler avec ce genre d'acteurs dans un écosystème élargi, et voir ce qui se passe dans le nucléaire, dans le spatial, pour éviter... Alors dans le nucléaire, on appelle ça la défense en profondeur. Système du château fort, où on met des protections successives jusqu'au cœur, qui doit être évidemment inviolable. Il y a aussi ce genre d'approche. Vous savez qu'IBM développe un humanoïde grâce à son système Watson, par lequel il sera lui aussi capable de faire des essais virtuels sur des humanoïdes informatiques. Et là aussi, il y a un parallélisme assez fort à faire entre les essais nucléaires qui jadis avaient lieu dans l'atoll de Mururoa et aujourd'hui des essais nucléaires qui sont dans des ordinateurs, des gros VAX, des gros ordinateurs, pas très loin de Ballard, j'imagine. Donc on a virtualisé l'essai. Donc IBM Watson ou Dassault Systèmes nous disent oui, on va pouvoir virtualiser l'essai. Alors moi je pense que ces horizons-là ne se situent pas avant 2030, voire 2050. Je pense que l'horizon 2030 est déjà un horizon raisonnable pour ce qui est de la fouille de données et de l'intelligence artificielle appliquée à la fouille de données. Pour ce qui concerne la modélisation, j'ai eu la chance d'en parler à Cédric Villani dans le cadre de son rapport sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, quand on applique ce raisonnement à un avion ou à une centrale nucléaire, on analyse une création humaine. Mais l'homme n'est pas une création humaine. Donc c'est un peu plus compliqué de le modéliser parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller dans la modélisation. Donc cette complexité, évidemment, on ne sait pas jusqu'où elle va nous mener. C'est pour ça que l'idéal Watson, à mon avis, est à l'échelle séculaire, à l'échelle du siècle. On verra ce genre d'application. Pour autant, je pense que c'est des sujets qui doivent nous intéresser, parce que c'est notre domaine de métier historique. Et on doit s'intéresser à ces questions dans le cadre de recherche qui porterait sur l'analyse spectrale des bases de données des systèmes d'information en recherche clinique, avec l'analyse des risques pharmacoéthiques, à l'aide de ces méthodes que j'ai évoquées, des méthodes mathématiques, donc parcimonieuses, discrètes, en détection. Et donc c'est le moment de conclure. Pour dire que cette gestion, au-delà de l'aspect métier, au-delà de l'aspect économique, c'est aussi tendre vers un développement clinique durable. C'est-à-dire faire des essais le moins possible, le mieux possible, et pour des raisons aussi économiques, le moins possible, le mieux possible pour des raisons économiques, et aussi vers la recherche d'alternatives. Vous savez qu'en pharmacocinétique, on modélise depuis une bonne dizaine d'années. On est capable de sortir un tracé d'élimination, d'absorption-élimination depuis longtemps.
grâce à des machines. Donc on est capable de faire ces choses-là pour que notre démarche reste responsable, solidaire, et que finalement notre image, l'image du laboratoire pharmaceutique et des CRO associés, retrouve, disons, la beauté qu'elle a perdue peut-être, je ne sais pas. C'est des questions qui sont possibles. Je vous remercie pour votre attention.